Bien, le travail, le grand absent hein, des enjeux politiques. Nous allons essayer de rentrer au cœur du travail avec Yves Clos. Donc je rappelle le titre de l'intervention d'Yves Clos, instituer le conflit sur la qualité du travail pour changer l'entreprise. Bien, bah écoutez, on y va, hein? On y va. Alors, j'ai pris une petite habitude lorsque je fais ce genre de conférence, c'est d'utiliser un exemple concret pour essayer de parler à partir de quelque chose de précis. Parce que je crois vraiment qu'en la matière, c'est le concret qui est assez décisif. Voilà. Hein. Donc je vais prendre un petit exemple, je vais faire des commentaires sur cet exemple, et ensuite on pourra discuter. Cet exemple, je l'emprunte à une sociologue du travail, parce que personne n'est parfait. Voilà. Voilà. Non, il y a une grande proximité de discipline et d'amitié entre nous tous. C'est une plaisanterie, hein, Daniel. Oui, j'ai pris pour voilà. Mais au contraire, le fait que j'emprunte cet exemple à une sociologue du travail montre qu'on ne peut pas travailler simplement dans sa propre discipline. Moi, je fais de la psychologie du travail et comme je suis amené à souvent essayer de donner des exemples pour montrer à quel point la sociologie du travail est importante, je vais dire l'inverse, j'arrive pas à trouver mieux comme exemple. Comme exemple pour discuter, hein, parce que évidemment, des analyses de terrain, il y en a beaucoup, mais des exemples pour discuter, j'arrive pas à trouver mieux. Si jamais vous avez mieux, vous me le direz. Voilà. Hein. Donc je prends un exemple emprunté à une collègue qui fait de la sociologie du travail, qui s'appelle Fabienne Annick, et qui a travaillé sur et à la Poste, où elle a fait sa thèse sur la transformation du travail des guichetiers, alors que, comme vous le savez, la Poste est en train, toujours, mais déjà il y a une dizaine d'années, de modifier ce travail parce qu'elle change de stratégie. Le changement de stratégie lui est plus ou moins imposé, mais enfin, la commercialisation à la Poste, vous l'avez au moins remarqué comme usager et client, eh bien c'est nécessairement aujourd'hui à l'ordre du jour, quoi. Voilà. Marchandisation des produits. Donc la Poste change de stratégie et pour ça elle tente de modifier le travail des guichetiers. Et Fabienne Annick a analysé ça. Elle était même payée par la Poste pour analyser ça. Et elle nous a laissé un joli livre que je vous conseille, qui s'appelle Chronique d'une modernisation avancée. Ça s'appelle Annoncé, pardon, le sens du travail. Et dans cette thèse, dans ce livre, elle nous a laissé un petit exemple qui est un petit confetti, hein. C'est une goutte d'eau, si vous voulez. Mais dans cette goutte d'eau, je pense qu'il y a la structure de l'océan qui nous réunit. Alors, vous imaginez la situation, on est à la Poste, il y a 15 guichetières dans une salle avec un formateur, et le formateur fait ce qu'on fait souvent dans les formations, vous avez dû parfois subir ça aussi, hein, des jeux de rôle, dans lesquels finalement on apprend à quoi? On apprend à utiliser des scripts que vous voyez au guichet quand vous parlez à des guichetiers, mais pas seulement, hein. Quand vous téléphonez à votre opérateur Internet, vous avez remarqué que bien souvent, vous avez plus affaire à un script qu'à une personne. Du genre, Monsieur Clos, j'ai bien compris que vous êtes en colère, voilà, ce qui vous met dans une colère noire. Hein. Bon. Ça, c'est les scripts. Et ça, c'est ce qu'on appelle parfois des outils de travail dans les organisations, ce qui n'est pas complètement idiot d'ailleurs. Hein. Et donc à la Poste, ils ont essayé de faire ça. Et donc la situation, c'est des jeux de rôle, le script, un formateur avec un animateur des ventes chargé d'impulser dans le travail des guichetiers la position commerciale, quoi, hein. Voilà. Et donc je vais vous lire le petit extrait de dialogue que Fabienne Annick a rapporté de cette formation, dans ses filets, elle a rapporté ça, et à partir de là, je fais quelques commentaires. Parce que vous allez voir que dans ce dialogue-là, il y a l'essentiel du problème, pour moi, du travail. Hein. Alors, juste une précision qui est intéressante, c'est que dans le cahier des charges du formateur, il y a écrit que le client est bougon et conservateur.
Alors, il est bougon, parce qu'il s'est cru comme vous et moi, hein, personne n'est un héros. Malin, parce que le samedi matin, il a pensé que c'était plus jouable que dans la semaine, et donc il a tenté d'éviter la queue. Et ça ne marche pas, donc il est bougon. D'abord contre lui, mais aussi contre le monde entier, y compris contre les guichetiers. Ah, comme ça, je prends cet exemple aussi parce qu'on a tous été dans cette situation, tous. Voilà. Bon. Et conservateur, bon, ça, je vous laisse juger, je ne vais pas m'attarder sur la question. Mais le cahier des charges précise bien bougon et conservateur, le client. Le client, notez que l'un des problèmes majeurs sur lesquels je vais revenir après, c'est que maintenant, vous et moi, à la Poste, nous sommes des clients. Et nous ne sommes pas simplement des usagers. Alors, pour le guichetier, ça fait un hybride, quoi. C'est-à-dire celui ou celle qu'il a en face, c'est à la fois un usager et un client. C'est pas simple pour travailler, ça, quand on ne sait pas bien quel est l'objet. Il y a des dilemmes là-dedans. C'est ça, d'ailleurs, qui est intéressant. Un usager client. C'est contradictoire, quoi. Alors, maintenant, je vous lis le petit dialogue que Fabienne Annick nous a laissé. Et après, je fais des commentaires. Je vais d'abord prendre ma montre. Voilà. Alors, le petit dialogue, c'est le suivant. Vous imaginez la situation, elle a changé les prénoms, donc la guichetière qui est à la manœuvre, là, pendant le jeu de rôle, elle s'appelle Sandra. Voilà. Et ça donne ça. Je dis, et après... Donc Sandra est à la manœuvre, elle essaie de faire quoi? Elle essaie de vendre un paquet préposté. Vous savez, les colis jaunes que vous connaissez comme usager ou comme client. Hein. Et donc ça se passe à peu près normalement, et puis à un moment donné, le formateur l'arrête et il lui dit, et maintenant je le dis, ne dites pas si j'étais vous, ou encore à votre place, ou même je vous comprends, parce que moi, non, ne dites pas ça, vous n'êtes pas eux, Sandra. Mais les clients aiment bien qu'on ait une relation de confiance avec eux. Je suis d'accord, dit le formateur, et vous devez le faire, mais établir une relation de confiance n'implique pas que vous deviez vous mettre à leur place. Vous êtes la Poste. Alors dites plutôt, la Poste vous propose ou la Poste s'engage. Vous devez rechercher ce que la Poste peut proposer de mieux. Et alors, dans des formations comme ça, vous imaginez ces 15 femmes, là, avec ces 2 hommes formateurs. Et dans toutes les formations, il y a des angles morts. Vous voyez, parfois, vous avez des gens dans le coin, hein, vous n'avez pas complètement la main, quoi. Bon. Et alors, il y en a une qui dit de mieux pour eux ou de mieux pour la Poste. Intervient Corinne, non sans ironie. Je vous rappelle que le formateur a dit vous devez chercher ce que la Poste peut proposer de mieux. De mieux pour la Poste ou de mieux pour eux? Le formateur, c'est pareil. La Poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client. Gloussement, moquerie, ça c'est Fabien Lanique qui commente. Hein. Gloussement, moquerie, vous voyez, ces 15 femmes, bon voilà, hein, je ne vous fais pas de dessin. L'animateur reprend. Ça, c'est le spécialiste de la vente. L'animateur reprend. Votre travail, c'est de satisfaire le client, c'est-à-dire répondre à ses demandes et identifier ses besoins latents. Ça, j'aime bien parce que comme mon métier, c'est faire de la psychologie, pour une fois qu'on a la chance d'identifier les besoins latents, il faut en profiter. Hein. Identifier ses besoins latents. Par exemple, et là, on va avoir les besoins latents. Par exemple, si un client se présente avec un paquet qu'il a lui-même confectionné, indiquez-lui que la Poste lui propose une gamme de prêts à expédier qui lui garantit un acheminement en toute sécurité. Sandra, moi, quand je suis cliente quelque part, j'ai confiance en quelqu'un quand je sais que ce qu'il me propose, c'est ce qu'il aurait choisi pour lui-même. Et au guichet, quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait, notez, parce que je vais y revenir, c'est un problème important, quand je vois que des clients arrivent avec un paquet bien fait, bien fermé, je ne vois pas pourquoi, en toute confiance, j'irai lui dire de défaire son paquet et de payer 3 fois le prix de son acheminement pour acheter un colis Poste. Le formateur. Eh bien, c'est une erreur. Pour avoir confiance, le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel. Notez ça parce que je vais aussi y revenir. Parce que là, on a une deuxième chance. On va pouvoir avoir la définition de ce que c'est qu'un vrai professionnel. Donc, le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel. Et là, voilà. Et le vrai professionnel, c'est un guichetier qui connaît ses produits.
Voilà. Le client ne vient pas voir Madame Michu, qui a sa place, ferait comme ci ou comme ça, mais Sandra ou Corinne ou Jackie, qui sont des guichetiers professionnels. Notez que j'ai 15 femmes et que sont toutes des guichetiers professionnels. Hein? Vous ne devez pas vous mettre à leur place. Sandra, ça c'est sûr que si on se mettait à leur place, on ne vendrait pas beaucoup. Et le formateur, justement, vous ne vendez pas beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous ai fait rire, je suis content. C'était une partie de l'objectif, pas le seul. C'est pas un sketch de Raymond DeVos, c'est un décryptage d'une situation réelle de formation. Et cette situation-là, je la prends parce que, vous voyez, c'est une sorte de prototype pour réfléchir à la question que je veux poser, voilà, que j'ai bien envie qu'on discute. Bon, il y a deux... D'abord, je me suis renseigné auprès de Fabienne Annick. Après, ce mot du formateur, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, il y a eu un rire chez les 15 guichetières, un peu comme vous maintenant. Sauf que le rire des 15 guichetières, c'est pas tout à fait le même que celui que vous venez de produire, évidemment, parce que c'est pas la même situation. Les guichetières, elles rient, premièrement parce que, évidemment, c'est un peu la raillerie, ou même la dérision, oui, la raillerie essentiellement, hein, à l'égard d'une direction, d'une hiérarchie, de la dérision même, qui est ici représentée par le formateur, qui est finalement assez loin du travail réel. Hein. Et donc, il y a une sorte de moquerie sur le fait que, bon, il faut vraiment être loin des bureaux de poste pour s'imaginer que la vraie vie, c'est ça. Donc, ça fait rire pour ça. Mais le rire de ces guichetières, c'est un rire double. C'est aussi un rire jaune et un rire nerveux, si vous voulez. Hein. Pour nous, le rire jaune ou le rire nerveux, c'est le rire de la psychopathologie du travail. C'est le rire de ceux qu'on garde sur l'estomac, quoi, hein, et qu'on n'arrive pas finalement à digérer à tous les sens du terme. C'est un rire jaune parce qu'elles savent qu'elles vont retourner dans le bureau et que cette formation qui, a priori, aurait pu les aider à travailler plus facilement, plus confortablement, va leur compliquer la vie parce qu'elles vont être évaluées sur l'usage du script. Et donc ça leur reste un peu sur l'estomac. Donc c'est un rire jaune et en même temps un rire de dérision à l'égard de la hiérarchie. Donc là, on est sur des problèmes de santé au travail ordinaires. Vous voyez, ce n'est pas des suicides, hein, mais c'est du travail quotidien avec vous devez connaître ça aussi, hein, comme nous tous. Hein, moi, je me mets dans le lot. Des situations dans lesquelles on garde les choses sur l'estomac. Voilà, le langage populaire dit bien les problèmes. Hein. Ce n'est pas des drames absolus, mais quand même, quoi. Vous voyez, ça rumine derrière. Bon. Alors, à partir de là, je monte un peu en généralité, bien sûr. Hein, on pourra rediscuter de cet exemple parce que malheureusement, il est assez répandu. Ouais. Il y a deux interprétations possibles de cette question-là sur le problème qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire sur le conflit. La première interprétation, comment dirais-je, qui est classique, hein, surtout ici, c'est de dire il y a une marchandisation générale des services publics dont la Poste fait partie. Tout ça, ça devient du commerce, c'est le contraire du service, ça abîme le métier, donc ça abîme la santé des gens, et donc des guichetiers. Donc la psychopathologie du travail est engendrée par la marchandisation. Cette interprétation-là, si j'organise un vote, il va être ultra majoritaire, et avec un peu de chance, pas seulement d'ailleurs, je suis pratiquement convaincu que moi-même je voterai pour cette interprétation. Mais je vais en ajouter une seconde qui m'intéresse plus, du point de vue de l'action. Du point de vue de l'action, parce que du point de vue de l'identification du conflit, qui est un conflit d'intérêt que je viens d'évoquer, on va rapidement se mettre d'accord. La deuxième interprétation que je propose, et que je vais résumer par une formule et que je vais ensuite commenter, et qui est très importante pour moi pour agir dans mon métier, c'est-à-dire comment je cherche à agir dans les situations. La deuxième interprétation, c'est qu'il y a là un déni du conflit sur les critères de qualité du travail. Voilà. Je vais faire un commentaire là-dessus. Un déni du conflit de critères sur les qualités du travail. Alors, qu'est-ce que j'appelle conflit de critères? Vous voyez,
Là, on est sur une affaire particulière, parce qu'un conflit de critères, ce n'est pas un conflit entre personnes, ce n'est pas un conflit social, au sens classique du terme, c'est un conflit de critères. C'est presque, on pourrait dire, un conflit entre des choses, pas simplement entre des gens, entre des choses. Alors, c'est quoi les choses? Ben là, vous avez un super beau conflit de critères, c'est pour ça que ce texte, je m'en sers beaucoup, hein. C'est que le formateur utilise un monocritère. Il dit, le vrai professionnel, c'est celui qui connaît ses produits. C'est pas faux, hein, parce que c'est mieux de connaître les produits, par exemple, de bien connaître les paquets prépostés, les enveloppes, enfin les contrats même que la Poste vend. C'est pas faux. Et le critère de qualité du travail qu'utilise le formateur n'est pas idiot. Je pense qu'il faut avoir ça en tête. Mais par contre, même sur le produit, hein, m'excuse, je vais être obligé de descendre un peu dans le détail, mais c'est important. Même sur le produit, c'est intéressant, parce qu'il dit qu'il faut bien connaître ses produits. Et vous avez la réponse de la guichetière juste avant, qui dit, moi, quand je vois quelqu'un qui arrive avec un paquet bien fait, ah, là, on est du côté du produit, mais pas le même produit que le carton jaune, si vous me permettez l'expression. Le produit dont il est question là, quand elle dit un paquet bien fait, c'est quoi? Ben, c'est la boîte de chaussures que vous avez parfois peut-être utilisé avec le scotch marron, là, ou gris, voilà, que en général les vieilles personnes utilisent parce qu'elles ont le temps de faire les paquets, et elles envoient ça à l'autre bout de la France à leurs petits-enfants régulièrement. Voilà. Et alors ça, c'est un paquet bien fait. Mais alors attention, parce que moi je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Et je pense que pour l'action, y compris syndicale, on va en discuter, hein, c'est important de s'intéresser à ça. Alors, c'est quoi un paquet bien fait? Ben là, c'est un conflit de critères, un paquet bien fait à la Poste, enfin à cette boîte de chaussures-là. Pourquoi une guichetière peut décider, elle peut décider d'ailleurs de dire à une personne, et ils le font souvent les guichetiers, hein, vous me laissez tomber votre affaire, là, vous prenez le paquet jaune de la Poste, parce que franchement, c'est mieux pour vous, là. Autrement, vous allez avoir un pépin. Moi, je vous le dis, je connais la chose. Et donc, vous voyez, la guichetière est fondée à utiliser le même critère que le formateur. Pourquoi pas? Pas idiot. Mais si par exemple, cette guichetière, elle connaît bien sa clientèle, on va l'appeler comme ça, enfin ses usagers. Elle sait que cette vieille dame-là, tous les mois, elle arrive pour envoyer le même paquet à ses petits-enfants de l'autre côté. Et elle sait que ça fait 5 ans que ça dure et ça marche. Et donc le paquet bien fait, c'est le paquet que la vieille dame a amené. Il n'y a pas de raison de défaire le paquet parce qu'elle a déjà fait l'expérience que ça marche. Après, on va s'amuser avec les critères. Ça peut marcher aussi. Pourquoi? Parce que dans le paquet, c'est pas trop lourd. Ça dépend du poids, quoi. Donc une guichetière, elle est capable de dire, ou un guichetier, hein, selon que c'est lourd ou pas, on fait ou on fait pas. Et puis ça dépend aussi de la longueur du trajet que fait le paquet. Voilà. Là, je viens de vous décrire ce que c'est qu'un expert. Un expert, c'est quelqu'un qui est capable de dire, ça dépend. Malheureusement, dans les organisations d'aujourd'hui, cette conception de l'expert n'est pas très répandue, hein. L'idée, c'est qu'un expert, c'est celui qui fait ce qu'on a dit qu'il fallait faire. Là, c'est quelqu'un qui dit « ça dépend ». Et donc, le vrai professionnel, vous voyez l'enjeu qu'il y a sur le vrai professionnel, c'est que le formateur, lui, il est monocritère, ou l'animateur des ventes. Et les guichetières, là, elles ne sont pas monocritères, elles sont pluricritères. C'est-à-dire que, comment dire, ce sont des acrobates du critère. Et on pourrait même dire des gymnastes du critère. Elles jonglent avec le critère. Parce que le professionnel de premier niveau, dans la réalité, pour arriver à se débrouiller des situations tordues, ce qui est le cas le plus fréquent du travail, il faut jongler. Voilà. Donc ce sont des experts de l'acrobatie sur les critères. Mon opinion à laquelle je suis arrivé depuis que je travaille sur ces problèmes-là, et ça commence à faire pas mal d'années, c'est que vous avez une drôle de situation dans les organisations. D'habitude, on dit que les acrobates, les gymnastes, enfin les experts, ils sont en haut, et qu'en bas, on a des gens qu'il faut toujours reformer parce qu'ils ne sont pas au niveau, ils n'ont pas les compétences suffisantes. Je propose de renverser le propos parce que j'ai remarqué que souvent en bas, vous avez des gymnastes, des acrobates, et qu'au plus vous montez dans les organisations, si vous prenez la question du critère, au plus vous avez de paralytiques. C'est-à-dire que quand vous montez, vous avez des gens qui fonctionnent avec un seul critère, alors que ceux qui sont
directement en première ligne, ils sont obligés de fonctionner avec plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en face d'eux, ils ont ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire, et qui ne se présente jamais de la même manière. C'est ça le problème du réel, c'est qu'on n'a pas la main dessus, il ne se présente jamais de la même manière. Il est plein d'angles morts. Alors voilà, là où je veux en venir, c'est que dans cette situation-là, le plus dur pour les guichetières, dans la situation que décrit Fabienne Annick, bon, bien sûr que c'est pas bien de voir que la Poste, dans laquelle on est rentré il y a 20 ans, et au service des usagers, est devenue parfois même quelque chose qui ressemble à une banque. C'est pas bien. Ça fait pas du bien. Mais ce qui fait beaucoup de mal, c'est qu'au fond, dans cette situation-là avec le formateur, il y a un déni du conflit. C'est-à-dire, on fait comme si il y avait un seul critère possible. Le bon professionnel, c'est celui qui connaît ses produits. Déni du conflit. Déni du conflit avec le fait que finalement, on va le dire de manière simple, c'est pas discutable, quoi. C'est comme ça. C'est pas discutable. Ça, c'est le problème majeur du point de vue de la santé au travail. C'est pas discutable. Qu'il y ait des critères qui soient autres que ceux qu'utilisent les professionnels de premier niveau, pourquoi pas. Mais le fait que ça soit indiscutable, ça, c'est absolument inadmissible du point de vue de la santé. Du point de vue de la santé. Vous savez, c'est comme, je vais prendre un exemple. Vous avez tous regardé des enfants jouer et vous vous apercevez que les enfants, quand ils jouent, ils utilisent beaucoup le conditionnel. On dirait que tu es la marchande, on dirait que je suis le client. Vous voyez, ça c'est très joli ces conditionnels dans le jeu enfantin parce que c'est comme ça que les enfants se développent, en se mettant à la place des autres, hein, comment dire, en se la jouant, quoi. En jouant et en se la jouant, le conditionnel. Mais là, c'est pas un jeu. Là, vous avez un formateur qui dit, on dirait que le vrai professionnel, c'est celui qui connaît ses produits. Et là, c'est pas pareil. Parce que là, c'est pas un jeu. Et ce conditionnel-là, qui n'est pas un conditionnel, mais qui est d'ailleurs en présent, c'est comme ça, le vrai professionnel. Et donc, ça ne se discute pas. Eh ben, les guichetières, dans la situation, quand elles voient le formateur, elles s'imaginent le travail qu'elles font et elles ne se reconnaissent pas du tout dans la manière dont le formateur décrit le travail qu'elles font. Elles n'y sont pas. Donc, c'est de la folie. Parce qu'elles sont dans une situation dans laquelle elles savent qu'elles vont se retrouver et qui est une situation fictive décrite par le formateur, la réalité qui leur tient à cœur, parce qu'il faut qu'elles travaillent avec, eh ben, elle est déniée par... Donc vous voyez, au point où j'en suis, identification de ce qu'on peut appeler, et ça c'est... J'espère qu'on va pouvoir en discuter, ce n'est pas une petite affaire, conflit de critères sur la qualité du travail, conflit de critères. Ce n'est pas le contraire de l'autre conflit, hein, du conflit d'intérêts. Ce n'est pas le contraire. J'allais presque dire c'est une aggravation du conflit d'intérêts que ce déni du conflit de critères. Alors, je poursuis en disant que ça va s'aggraver, de mon point de vue. Parce que, au plus vous allez vers les services, ça ne veut pas dire que dans l'industrie, il n'y a pas ça. Je n'ai pas le temps de développer, mais éventuellement, on pourra en discuter. Mais au plus vous allez vers les services, la santé, l'éducation, la justice, la culture, mais aussi la banque, aussi des services. Et même dans l'industrie, il y a de plus en plus de services. Parce que maintenant, quand vous achetez une voiture, vous n'achetez pas seulement la voiture, vous achetez un service qui va avec. Au plus on va vers les services, au plus vous allez avoir la montée en puissance de ces conflits de critères dans l'objet du travail. Pourquoi? Parce que dans les services, on va prendre la santé, mais l'éducation aussi, mais même les services sociaux, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? L'objet travaillé, c'est pas un produit matériel, hein. C'est des gens, quoi. C'est un sujet. Voilà. Et donc, dans cet objet-là, c'est bourré de conflits de valeurs. Par exemple, entre ce qui est efficace ou pas, bien sûr, ça c'est important, mais ce qui est juste ou pas, justice et justesse. Hein. Et bien ou mal même. Voilà. Ce que je fais à l'autre dans le service, c'est bien ou c'est mal. Vous avez remarqué, si vous travaillez dans un service, surtout public, que cette question-là, finalement, des valeurs et du conflit des valeurs dans l'activité même, dans l'acte même, quotidien, le plus petit acte, c'est quelque chose qui devient très lourd, quoi. Par exemple, j'ai rencontré récemment une infirmière qui me dit « Le problème, monsieur,
c'est que les patients sont de plus en plus impatients. Les patients sont de plus en plus impatients. Alors ça, c'est du côté du réel qui monte dans l'activité de travail, un vrai dilemme. Et au plus on va aller vers le travail de service, et ça va durer, hein, au plus ça va devenir important. Donc au fond, le conflit de critères, non seulement ne diminue pas dans le travail contemporain, mais il va augmenter considérablement. Bon. Là où notre affaire est intéressante pour notre discussion, c'est quoi? C'est qu'au fond, on pourrait dire que la politique, parce que c'est de la politique ça, le travail devient de plus en plus civique, quoi. C'est juste ou c'est pas juste, c'est bien ou c'est mal, c'est des problèmes politiques. Dans l'acte quotidien de travail, il y a des problèmes politiques. Politique au sens noble, hein, pas politique au sens du spectacle que nous avons régulièrement de la politique. C'est de la politique. Par exemple, je vais vous en donner un exemple et je reviens à la Poste. Dans les bureaux de la région parisienne, je ne sais pas si c'est comme ça à Strasbourg, dans certains bureaux en banlieue, le 24 ou le 25 du mois, vous avez des vieux, on va les appeler comme ça, hein, des petits vieux, voilà. Vous avez des petits vieux qui arrivent. Alors, c'est le 25, ils se sont levés, ils se sont habillés, hein, ouais, ils se sont préparés. Ils savent pertinemment que la pension n'est pas arrivée. C'est terrible, hein, les gens. Ça s'appelle le réel, c'est comme ça. Ils savent que la pension n'est pas arrivée, mais ils vont au bureau. Ils vont au bureau parce que c'est bien, comme ça on va voir un peu comment il fait le guichetier. Ça occupe, quoi. Hein, ils se mettent dans la file et ils arrivent au guichet et ils disent bon, je vais chercher ma pension. Alors, monsieur Michu, mais vous savez bien que la pension c'est demain. Comment c'est demain? La dernière fois c'était aujourd'hui. Enfin voilà. Et comme vous savez, un bureau de poste c'est électrique, c'est-à-dire ça peut basculer. Donc, vous voyez, le métier là, c'est pas simplement connaître des produits. Hein. C'est comment je fais avec ça. Eh ben, il y a deux écoles que je connais, hein, parce qu'il y a eu des études de fait là-dessus. La première école, ça consiste au fond, dans certains bureaux de poste, entre collègues, on décide qu'il faut les bloquer à l'entrée, ceux-là, parce qu'autrement, ils vont nous pourrir la situation. Eh ben, mais attendez, moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas bien, ça, j'en sais rien, c'est pas mon métier. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un guichetier qui est affecté le 24, surtout quand vous avez des bureaux avec des vitres, on les voit venir, quoi. Et donc, il y a un guichetier qui va à l'entrée et qui fait un petit groupe, quoi, hein, et qui leur dit, mais vous savez bien que c'est pas aujourd'hui, faut éviter quand même d'emboliser la situation, bon, ça serait bien que vous évitiez de rentrer. Et ça discute, il y a un groupe, quoi. Ça, c'est une école. Ça marche plus ou moins bien, mais parfois ça marche. C'est de la prévention. Et puis vous avez d'autres guichetiers dans d'autres bureaux du même département qui disent non, on ne va pas faire ça parce que nous, finalement, c'est notre boulot. Ça fait partie du service public que d'accueillir ces gens qui sont un peu tordus, bien sûr. Ils sont un peu tordus, mais et du coup, ça permet de faire de l'éducation aussi pour tous les gens sur la file, quoi. Voilà. Si on arrive à tenir dans ce genre de situation, ben on a fait du bon boulot. C'est un bon critère. Si je me débrouille bien avec le petit vieux qui est venu m'empoisonner la vie, eh ben j'ai fait du bon boulot. Pas toujours, hein, faut pas que ça dure, mais de temps en temps, si on arrive à faire ça, c'est comment dire, c'est un beau geste professionnel. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que la discussion entre ces deux écoles dans les bureaux de poste de la région parisienne, c'est un problème politique majeur. Autrement dit, l'activité la plus concrète, la plus ordinaire, c'est un problème politique. Enfin, ça pose un problème civique, quoi. Ça veut dire, les petits vieux comme ça, est-ce que c'est bien ou pas bien qu'ils viennent 2 fois dans le bureau plutôt qu'une? C'est un problème politique. Ce que je veux dire, c'est que, et là je vais être carré, comme ça on discute, ce qui veut dire qu'il y a des désaccords dans les collectifs de travail pour se mesurer à ces conflits de critères. Il y a des désaccords. Parce que le monde est devenu compliqué. Le patient qui est impatient, on fait comment? On l'aligne ou on travaille autrement? Ou on trouve une 3e solution? Ou une 4e? Il y a des désaccords sur l'acte professionnel. Et ça, il y a 2 solutions. Soit on considère que ça ne doit pas exister, soit on considère que c'est passionnant, les désaccords sur l'acte professionnel. Parmi vous, vous savez bien, avec vos collègues de travail tous les jours,
Vous le savez tellement bien que parfois on ferme les yeux, on ne veut même plus le voir parce qu'après il va encore falloir discuter. Voilà. Et ça vient pas simplement, ça peut être empoisonné par un management agressif, bien sûr. Mais ça ne vient pas seulement du management, ça vient aussi par le réel. Dans le réel, il y a des problèmes nouveaux qui se posent et qui méritent, donc, qui suscitent, qui font monter des conflits de critères. Et donc, à partir de là, j'avance un tout petit peu. À partir de là, au fond, il y a deux voies possibles. La première voie, elle a été identifiée très clairement, d'ailleurs très joliment critiquée par Daniel, consiste à dire, comme le réel est un peu compliqué et qu'il faut faire des économies, surtout dans les services, il ne faut surtout pas que les guichetiers ou les autres ils perdent leur temps à discuter de comment il faut faire, s'il faut faire rentrer les vieux, pas les faire rentrer. Ça, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Et donc, on va les aider, c'est comme ça qu'on sera sûr à bon compte, hein, on va les aider en leur fabriquant des scripts qui vont leur permettre d'aller droit au but. C'est-à-dire, vous avez telle situation, ben vous avez le script pour ça. Et donc, le script, c'est un équipement, un moyen de travail pour, comment dire, pasteuriser le réel, quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème dans la réalité. La preuve, c'est que vous avez le script pour les régler. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, le script, la procédure est ici pensée pour éliminer toutes les aspérités du réel et au fond pour le lisser, pour faire comme si, pour se raconter des histoires que le réel est simple. Voilà à quoi sert le script. C'est particulièrement vrai pour les opérateurs Internet, hein, vous avez remarqué, parce que si les opérateurs Internet se mettaient vraiment à traiter les problèmes que vous leur posez, ce serait la panique chez les opérateurs. Donc il y a un problème de qualité du travail et de service, précisément parce que le réel est évacué et le déni du conflit de critères dans le réel est évacué. Ça fait beaucoup de mal aux gens, hein, parce que les opérateurs, d'ailleurs il y a un turnover fantastique hein, dans ces boîtes parfois de télémarketing, mais même d'opérateurs téléphoniques. Les opérateurs, eux, ils vous racontent la belle histoire du script, pas toujours, hein, mais souvent, parce que c'est un bon moyen pour eux, c'est ça le problème. C'est que c'est un bon moyen pour eux d'installer une relation qui est protégée par le script. Parce que si jamais ils se mettent vraiment à travailler le problème avec vous, derrière, c'est fantastique les complexités qu'il y a. Donc pour se protéger du réel, c'est ça qui est, du point de vue psychologique, hein, c'est quand même mon métier. Pour se protéger du réel, on peut se servir du script comme un moyen de défense face à ce réel. Et ça, c'est dangereux pour la santé et même pour l'efficacité de l'organisation. Voilà. Donc le script comme instrument de pasteurisation. Mais parce qu'il y a un problème réel. Hein. Parce que dans les bureaux de poste dont je parle, les petits vieux dont je parle aussi, ils viennent le 24. Si on ne les avait pas, ça serait plus simple. Alors, deuxième possibilité. Là, j'en ai décrit une. Elle est dominante, elle est dangereuse pour la santé. Franchement, elle est dangereuse parce que le script, on a beau l'utiliser, mais on garde sur l'estomac le fait qu'on a maltraité les gens. Deuxième possibilité, et évidemment, celle-là, elle met le monde à l'envers. Ça, c'est sûr. Mais bon, je ne crois pas qu'on pourra l'éviter, ou alors on va avoir des situations dramatiques. La deuxième possibilité, c'est de regarder le collectif de travail comme un outil de travail. C'est-à-dire que puisque les choses sont en conflit dans le monde, le conflit de critères, c'est dans le monde, hein, c'est pas dans la tête, quoi. Puisque les conflits de critères sont dans la réalité, alors il faut une institution pour traiter ces conflits de critères. Il faut une institution. C'est pourquoi j'ai appelé mon exposé « Instituer des conflits de critères ». Eh bien, je considère que le collectif de travail, c'est une institution. C'est un outil, c'est un équipement. Et ce qui est très grave dans les organisations d'aujourd'hui, c'est que ces organisations, elles privent le personnel, surtout dans les services, mais c'est vrai ailleurs aussi, elles privent le personnel de cette institution du collectif pour délibérer et opter et élaborer et participer à ces débats d'école que j'ai évoqués chez les guichetiers de la Poste. C'est des débats d'école, quoi. On les bloque, les petits vieux, ou on les bloque pas. Vous voyez, c'est des débats d'école politiques. Hein.
Eh bien, le collectif, c'est l'instrument de travail pour faire ça. Ce qui m'amène à définir le collectif à ma manière, et j'espère qu'on pourra en discuter, parce que le collectif, pour moi, ce n'est pas le cocon confortable derrière lequel on s'abrite. Hein. Voilà. Le collectif, c'est, je vais le dire de manière populaire, quand je peux encore dire à mon collègue de travail, ça, c'est pas du boulot. Ou quand je peux lui dire aussi, ça, c'est du boulot. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il avait fait un truc super beau. Je dis bien beau, hein, bien fait. Et ça, je peux lui dire, ça, c'est du boulot. Quand vous avez ça, il y a du collectif. Ou bien quand vous avez, on travaille ensemble et que je peux lui dire, même gentiment, même en allant à la cantine, franchement, à mon avis, c'est pas du boulot. Quand vous avez ça, vous avez du collectif. Quand vous n'avez plus ça, vous avez peut-être des gens qui travaillent ensemble, mais c'est une collection. C'est pas du collectif. Et alors voilà. Et la collection, c'est dangereux pour la santé. Franchement, c'est dangereux pour la santé et c'est même pas bon du tout pour l'organisation. Donc le collectif, c'est un instrument de travail, c'est un outil. Et donc quand on est privé du collectif de travail, et surtout quand l'organisation du travail lutte contre le collectif, ce qui arrive souvent, on est privé d'un outil de travail. On n'est pas privé, comment dirais-je, d'un groupe de parole. On est privé d'un outil de travail. Parce que le collectif, ça sert à trouver les angles morts, pour trouver des solutions neuves à des problèmes nouveaux ou à des problèmes anciens. Donc vous voyez que cette conception du collectif-là, qui repose sur, non pas la bonne volonté, hein, qui repose sur le fait que le travail, ça divise le travail concret. Voilà. Les guichetiers qui sont au guichet, ils sont divisés par la réalité. Les petits vieux qui arrivent, ça les divise. C'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Ça les divise. Mais si on n'a pas d'institution pour travailler sur ces divisions, alors on a, ce qui a déjà été dit tout à l'heure, comment dirais-je, ça dégénère, quoi. Parce que quand on a la déflation, je vais le dire comme ça, quand on a une déflation de la discussion dans une équipe ou dans un service ou dans une organisation, quand il y a déflation de la dispute professionnelle, j'appelle ça comme ça, moi, ou de la controverse de métier, ça, c'est pas du boulot, voilà. Quand on a la déflation de ça, alors on a l'inflation de la querelle de personnes. Vous l'avez tous remarqué, autrement dit, je vais faire simple, quand on ne peut plus discuter boulot, eh ben, en général, au bout d'un moment, on a des problèmes entre les personnes, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas une petite affaire. Hein. Alors, il y a ce que je disais tout à l'heure sur collectif et collection, je vais vous donner un exemple de collection. Mais celle-là, vous l'avez sûrement rencontré déjà. Hein. On est entre collègues de travail, on discute de tout, hein. Mais pas du travail. Ça, c'est interdit. On n'en discute plus de ça, parce que ça, on n'arrive plus à se mettre d'accord, ou en tout cas à repérer ce sur quoi on n'est pas d'accord, sur quoi il faudrait discuter. En bout du compte, on se tait là-dessus. Et le silence sur ces questions-là, c'est le début de la psychopathologie du travail. Parce que le réel, lui, continue d'exister. Les petits vieux continuent de venir au bureau. Et on ne discute pas de ça. Et on discute d'autre chose. Et bien ça ruine la santé. Alors, cette affaire-là, j'en fais une grande affaire politique. C'est peut-être de ça qu'il faut discuter. Peut-être que la politique, alors surtout pour le syndicalisme, alors moi je vais jusqu'à dire que le syndicalisme pourrait devenir très politique s'il s'occupe de ça. Et je ne vois pas pourquoi le syndicalisme ne s'occuperait pas de ça. J'ai beau réfléchir. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a des collègues qui disent les petits vieux, il faut les laisser dehors. Et puis il y a des collègues qui disent non, les petits vieux, il faut les accueillir. Ah, c'est compliqué parce que comment il va faire le syndicat là? Il va se mêler de ça, il ne va pas s'en mêler. Alors, eh bien, mon opinion, c'est que s'il ne s'en mêle pas, je vais vous dire franchement, hein, s'il ne s'en mêle pas, il ne sert à rien pour le personnel. Parce que le personnel, lui, il est embêté avec ça. Et il ne sait pas comment faire. Et il a besoin, parce qu'il n'a pas de collectif et que l'organisation lutte contre le collectif, il a besoin que quelque part, il y ait des gens qui se disent l'institution, pour faire ça, c'est nous. Donc, nous avons besoin du syndicalisme. Je dis nous, moi, je ne suis pas syndicaliste. Hein, je suis syndiqué, mais pas syndicaliste, au sens où ce n'est pas mon activité principale. Mais nous, qui nous occupons de la santé au travail, on a besoin de syndicalistes qui s'occupent de ça. Parce que s'il n'y a personne pour s'en occuper,
Et surtout si, par exemple, le délégué syndical, je dis ça parce que ça arrive, je l'ai vu, il est dans un service et il voit qu'il y a des problèmes comme ça. C'est-à-dire les collègues ne sont pas d'accord sur c'est quoi faire du bon boulot. Ils sont tellement pas d'accord qu'au bout d'un moment, ils ne se parlent plus de ça, ils ont ça sur l'estomac, ils le trimballent à la maison, ça les empêche de dormir. Et le syndicaliste, il passe et il ferme les yeux là-dessus. Parce que ça, c'est pas bon, ça complique l'unité. Ah ben, moi, la question que j'ai envie de discuter avec vous, c'est ça complique l'unité ou ça peut permettre de trouver une unité nouvelle si l'unité nouvelle, c'est la dispute sur la qualité du travail, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer comme ça du point de vue de l'action pour se réenraciner, pour ne pas être trop loin des situations que les gens ont sur l'estomac. Alors, j'ai pratiquement terminé, hein, parce que ça suffit à discuter, j'imagine. J'ai pratiquement terminé. Mais s'il n'y a pas de collectif comme ça, si les salariés eux-mêmes s'installent dans le déni du conflit sur les critères de qualité du travail. Parce que c'est de ça que je parle. Je suis en train de dire que les directions, évidemment, elles dénient. Mais si les salariés eux-mêmes dénient, c'est-à-dire eux-mêmes ferment les yeux sur tout ça, ben je pense que ça empoisonne leur vie, quoi. Voilà. Ça empoisonne leur vie, au sens simple du terme, hein, ça contamine tout, quoi. Les relations, Alors après, on peut se dire... La bonne solution, au bout d'un moment, c'est quoi? On connaît par cœur. Hein, c'est compliqué au boulot en ce moment. Hein, je vais m'occuper d'autre chose, quoi. Et après, comme le travail a le bras long, il vous poursuit jusque dans le lit, vous empêche de dormir, ainsi de suite. Voilà. Alors, je termine par quelque chose d'un peu plus, pas plus conceptuel, mais enfin qui concerne la santé. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce que personnellement j'ai appelé, il y a maintenant un certain temps, des activités empêchées, des activités refoulées. Tout à l'heure, j'appelais ça ce qu'on garde sur l'estomac, hein, c'est pareil. Les activités contrariées, les activités suspendues, le travail ni fait ni à faire, auquel on est mêlé malgré nous, quoi. Je dis nous parce que moi je suis concerné par ça. Hein. C'est beau être prof d'université, ce problème que je suis en train de décrire, c'est aussi le mien. Le travail n'y fait ni à faire. Vous savez, on part le soir, on se dit, bah ça, de toute façon, il faudra le refaire demain. Parce qu'on a fait quelque chose dont on sait qu'il faudra le refaire. Et ça, c'est ruineux pour la santé. Quand ça s'installe et que ça devient systématique, quoi. Alors, comment dire, on est arrivé en psychologie du travail, c'est ma discipline, à cette conclusion. C'est que ça, c'est plus fatigant que de faire quelque chose. Tout ce qu'on n'arrive pas à faire, quoi. Les activités non réalisées, les activités rentrées, ce qu'on ne fait pas, c'est une fatigue beaucoup plus forte que ce qu'on fait. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Il y a deux fatigues. Et je pense que le syndicalisme, il peut lutter contre ces deux fatigues. Pas seul, hein, bien sûr. La première fatigue, enfin celle-là, il ne faut pas lutter contre, il faut même la provoquer. Vous allez voir, c'est la bonne fatigue. Qu'est-ce que j'appelle la bonne fatigue? La fatigue, c'est la fatigue de l'effort qu'on fait, qui est un effort utile. On pourrait même dire un effort payant, à tous les sens du terme, hein, parce que les questions de salaire sont importantes. L'effort payant, c'est-à-dire je fais l'effort, j'atteins le but que je m'étais fixé ou qu'on m'a fixé, je me reconnais dans ce que j'ai fait, je rentre chez moi, je passe une bonne nuit, et après une bonne nuit, cette fatigue-là, je récupère bien. Et puis il y a la mauvaise fatigue. Celle-là, c'est le poison des temps modernes. C'est la fatigue de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on n'arrive pas à faire, de l'activité impossible. Ça, c'est une drôle de fatigue parce que vous l'avez sans doute éprouvé sur vous-même, en tout cas moi oui. C'est la fatigue qui empêche de dormir. C'est un comble. C'est même la fatigue qui réveille la nuit. Et en plus, quand on est réveillé la nuit par cette fatigue-là, de tout ce qu'on ne peut pas faire, qu'on aurait dû faire, qu'on aurait voulu faire, qu'on remâche, qu'on rumine, quand on est réveillé la nuit par ça, on n'arrive même plus à se rendormir parce qu'on est en train de se dire mais aujourd'hui je vais faire comment pour arriver enfin à le faire, quoi. Ce travail ni fait ni à faire. Et voilà. Donc ça, on est devant une situation quand même, du point de vue de la clinique, hein, ce qui est mon métier, assez intéressante, quoi. La mauvaise fatigue empoisonnante, qui n'est pas simplement l'intensification du travail au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il faut en faire toujours plus, évidemment, ça existe aussi, hein, et c'est très grave.
Mais c'est l'intensité refoulée du travail, l'intensité au sens de faire un travail intense. Vous voyez, la bonne fatigue, moi je la souhaite à tout le monde, je me la souhaite à moi-même parfois. La bonne fatigue, c'est la fatigue d'un travail intense au sens de j'aime bien ce que je fais, j'aime bien en discuter avec les collègues, c'est pas mauvais, ça va bien avec les usagers, ça marche bien, quoi. C'est intense parce que je discute, je pense, je réfléchis, je trouve des solutions nouvelles, j'invente. Ah, ça, c'est intense. Hein. Ben, cette intensité-là du travail, elle est refoulée massivement dans les organisations. Et c'est ça qui abîme les gens. C'est ça qui abîme les gens. Autrement dit, quand les choses ne se discutent plus de cette fatigue-là. Alors, c'est terminé. Je m'arrête là. Simplement, derrière, vous avez un vrai problème sur ce que c'est que la santé. Bon, la santé, tout le monde, c'est pareil, si on fait un vote, on va tous se mettre d'accord, et moi avec. Hein. La santé, c'est quoi? C'est, on pense tous les choses comme ça spontanément. La santé, c'est quand on n'est pas malade. Ce qui est vrai d'ailleurs. Bon. Ben, je pense que c'est plus compliqué que ça. La santé, c'est le pouvoir d'agir. On est en bonne santé lorsqu'on peut être au moins de temps en temps à l'origine des choses, lorsqu'on peut se sentir pour quelque chose dans ce qui nous arrive. Voilà. Et bien, si vous n'êtes plus jamais à l'origine de ce que vous faites, si vous n'êtes jamais pour quelque chose dans ce qui vous arrive, eh ben, la santé se dégrade massivement. Et on ne voit pas venir ça. Hein. Et c'est une position passive dans la situation. C'est quand on est actif et qu'on ne se sent même plus actif, quoi. Pour le dire de manière populaire, parfois dans les organisations on entend ça, quand on est en mode automatique. C'est-à-dire on est là, mais on n'est pas vraiment là. On n'est pas forcément malade, hein, mais on n'est pas en bonne santé. C'est pour ça que je pense que les chiffres de la santé au travail sont bien plus graves que les chiffres qu'on a, au-delà du fait que les accidents du travail ne sont pas déclarés. Mais en plus, il y a tous les gens qui sont en mauvaise santé parce qu'ils ne sont pas à l'origine des choses. Ils n'en font pas tout de suite une maladie. Hein. Mais après, au bout de quelques années, ça vient. On finit par en faire une maladie de ça, de cette impossibilité d'être de temps en temps, au moins, à l'origine des choses. Quoi. Pas toujours, parce qu'on n'est pas des héros. Hein. S'il fallait être toujours à l'origine des choses, bon, ça serait insupportable aussi. Hein. Mais au moins de temps en temps, quoi. Qu'on ait le sentiment qu'on est un sujet humain, tout simplement. Eh ben, quand on est dans une situation où les choses se mettent à avoir entre elles des rapports indépendants de moi, là, la santé est en danger et d'ailleurs aussi le bon fonctionnement des organisations. Voilà. Mon dernier mot concerne le fait que si on prend le problème comme ça, c'est-à-dire si on dit que c'est la qualité du travail et le travail bien fait qui doit être un objet d'affrontement, je ne dis même pas de dialogue, hein, je dis d'affrontement. D'affrontement. Il y a un nouvel affrontement à inventer. C'est-à-dire, ça peut se faire, mais ça ne peut pas se faire. Quoi. Je vous le dis parce que ça, c'est mon métier. Il y a des lignes jaunes. Quoi. Si on ne va pas vers des affrontements sur cette question-là, non seulement la qualité du travail va y perdre, non seulement la santé est en danger, mais c'est plus grave que ça. Parce que dans certaines circonstances, ça concerne la qualité du produit. Du service, par exemple. Hein, on peut avoir un service dans les hôpitaux, ça existe maintenant, on peut avoir un service hospitalier qui ruine la santé des gens. Donc c'est un problème pour l'usager. Dans le système d'éducation nationale, on peut avoir dans les écoles, on peut avoir un service qui ruine l'éducation des élèves. Ça arrive. Hein. Je n'accuse pas les professionnels. Hein. Mais quand les professionnels n'arrivent plus à discuter de ça, d'une certaine manière, ils s'en rendent malades parce que c'est les gamins avec lesquels ils travaillent, dont ils voient bien que leur santé est ruinée, et même leurs apprentissages. Quoi. Mais alors, on va même aller un peu plus loin et sortir des services. Bon, je ne parle pas des lignes Internet et ainsi de suite, hein, mais sortons des services, les produits. Bah, on a quand même un problème majeur maintenant dans cette société. Je pense que Thomas en parlera bien mieux que moi. On a quand même un problème majeur, c'est qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes ? Qu'est-ce qu'on prend comme médicament ?
Qu'est-ce qu'on consomme comme produit dont l'obsolescence est programmée? L'obsolescence programmée. Maintenant, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a eu quand même dans la loi une tentative de bloquer ça. Vous voyez, l'idée qu'on fait des produits dont on calcule qu'ils vont être, ils sont cuits dans de 2 ans ou 3 ans, quoi. Tout ça, c'est quelle empreinte sur la nature, pas simplement comment nos vies peuvent être ruinées par le fait qu'on tourne cet affrontement sur la qualité du travail, mais la vie des usagers, la santé publique, pas seulement la santé au travail, la santé publique. Les assiettes, les médicaments, l'éducation, la santé, j'en passe et des meilleurs. Autrement dit, prendre le problème comme ça, c'est sortir du travail. Bien sûr que c'est s'occuper vraiment du travail parce que c'est s'occuper de l'activité. Mais c'est sortir du travail, en tout cas c'est sortir de l'entreprise. Hein. C'est poser le problème du travail comme un problème politique dans toute la société. Qu'est-ce qu'on fabrique? Vous voyez, cette question simple. Qu'est-ce qu'on fabrique comme produit? Qu'est-ce qu'on fait consommer aux gens? Et je crois que c'est et comment on dégrade en même temps que nos vies par un type de travail qui ne s'affronte pas à cette question du conflit de critères, comment on dégrade aussi la nature, qui est quand même un bien qu'on doit transmettre, quoi. Voilà. Comment on est comptable de ça? Voilà. Je pense que le syndicalisme peut agir là-dessus et nous, en tout cas moi qui fais de la recherche sur ces questions-là, je vous le dis, nous avons besoin d'un syndicalisme, parce que je m'occupe de la santé, hein, c'est ça mon truc. Nous avons besoin d'un syndicalisme qui s'occupe de ça. Et je pense que c'est possible à condition de ne pas fermer les yeux sur le fait qu'entre collègues du travail, il y a des choses qui se discutent et qui ne se discutent pas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves Clos pour cette intervention et cette introduction au débat. Alors c'est vrai que ça nous décale complètement par rapport aux réflexions habituelles sur la question du travail et parfois aussi sur la question du syndicalisme. La situation que tu évoques, cette situation de formation, c'est aussi une situation d'une violence ordinaire, enfin de ces violences qu'on pourrait banaliser, je dirais, au quotidien. Mais il y en a plein, quoi, hein, puisque cette espèce de table rase comme ça des acquis, cette prescription du script qui nous coupe quelque part du travail réel, effectivement, ça nous met à mal. Et tu rappelles effectivement que derrière tout cela, il y a effectivement la santé, il y a l'enjeu de notre santé. Ce que je trouve aussi particulièrement riche pour nous, c'est que tu ouvres des perspectives aussi, hein, pour aller mieux finalement réhabiliter les disputes professionnelles, les disputes au travail, les disputes professionnelles, et puis réhabiliter le collectif de travail. Et j'ai envie de dire que le collectif de travail, finalement, il existe de fait, qu'il soit absent, cassé, on en souffre autant, il est là. Et quand il fonctionne bien, finalement, il nous apporte du bien-être au travail, quoi. Voilà, je vous propose de reprendre de cette discussion à laquelle nous avons été invités. Qui veut poser les premières questions? Christian? Oui, bonjour. Par rapport à votre intervention, et notamment à la fin de votre intervention, sur la qualité des produits et la qualité du travail que l'on va fournir dans le cadre de son activité professionnelle, tout à l'heure, on a parlé de la déshumanisation, qui était en fait la conséquence des différentes couches d'organisation du travail qui se sont suivies pendant plusieurs décennies. Et on avait terminé sur une question, de quelle manière on peut éventuellement sortir de là. On n'avait pas eu de réponse. Je suis en train de me poser la question, c'est justement se réapproprier la qualité du travail et la qualité du produit. Ne serait pas là le maillon faible de cette organisation du travail qui vise à déshumaniser tout le monde? Et quelque part, cette réappropriation sur la qualité du produit ne serait pas le moyen entre salariés de se réapproprier ça et de rentrer de plein fouet dans ce cas-là, dans le cadre éventuellement de conflits, pour remettre en cause toute l'organisation du travail qui vise à déshumaniser tout ça? Oui, je le pense. Voilà. Merci, je vais pouvoir rentrer. Alors, maintenant, si vous me dites, si vous allez me dire, parce que quand même, après, il faut rentrer un peu dans les détails. C'est compliqué, hein. C'est compliqué à faire. Mais c'est pour ça que j'ai pris soin de dire, mais ça, il
il faut aussi parler de situation réelle. C'est pour ça que j'ai pris soin de dire que maintenant, je pense que ça a toujours été vrai, mais alors maintenant, ça va prendre des proportions gigantesques. L'activité quotidienne, ordinaire de travail, c'est devenu un enjeu politique. Alors oui, c'est pas rien de dire ça, parce que bon, là, je vous ai pris le petit exemple des petits vieux dans le bureau. Bah, les guichetiers qui envoient un collègue bloquer ces vieux là, à l'entrée, là, derrière les vitres, eux, ils ne savent pas qu'ils font un acte politique, là. Enfin, ils ne savent pas. Ils ne sont pas idiots, mais enfin, peut-être qu'ils ne sont pas allés jusqu'à là dans la réflexion. Mais par contre, ceux qui sont des militants politiques, eux, ils doivent se demander si ce n'est pas un acte politique. Ça, c'est très important. Surtout si on commence à discuter avec eux sur savoir s'il faut les bloquer ou pas. Voilà. Ça, c'est des discussions qui peuvent être conduites professionnellement. Il y a des problèmes techniques là-dedans, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais franchement, ce n'est pas un problème simple. C'est pour ça que ce qui m'intéresse dans cette affaire, ce n'est pas de dire il y a les bons guichetiers qui les accueillent et puis il y a les mauvais qui les bloquent à l'entrée. Ça ne m'intéresse pas tellement, ça. Ce qui m'intéresse, c'est que ça devienne un objet de dispute professionnelle, donc un objet politique institué. Eh bien, les gens n'ont pas les moyens actuellement dans les organisations de faire ça. Il y a un vide organisationnel, c'est un peu ce que vous dites, d'après ce que je comprends. Il y a un vide organisationnel, là, et l'organisation est très faible à cet endroit-là. Elle est très, très faible, parce qu'elle répond à ça par le script. Or, le script ne répond pas au problème. Donc, le problème, il est là. Et comme c'est un point de faiblesse de l'organisation, c'est donc un point sur lequel on peut agir, à condition qu'on ait une vue, noble du problème. Hein. Ce n'est pas simplement comment on s'arrache dans un bureau pour... Bon, c'est derrière, c'est quoi le service public? Avec finalement, dans ce débat entre ces deux écoles là, de guichetiers, on a tout simplement le problème de la définition du service public. Hein. Ben, si on ne reprend pas les problèmes à la racine comme ça, si on laisse aller le conflit de critères en dehors de l'institution, ben, le conflit de critères, il rentre dans la tête des gens et il abîme leur santé. Et le conflit de critères, il est d'abord dans le monde. C'est quand il ne passe pas du monde à la tête qu'il est ruineux pour la santé et pour l'organisation. Et encore, là, je parle des petits vieux. Bon, ça a des conséquences sur eux, hein, bien sûr. Mais enfin, bon, ça les tue pas. Mais parfois, le fait de ne pas s'affronter à ces conflits de critères, ça peut devenir mortel pour la santé publique. Hein, si vous prenez tous les dossiers des scandales alimentaires, si vous prenez les grands dossiers écologiques, vous avez ce problème-là. Qu'est-ce que font ceux qui travaillent des dilemmes dans lesquels ils sont placés sur les produits? Ah ben ça, oui, je confirme, si vous prenez le problème comme ça, vous tirez ce fil-là, ça peut donner une puissance d'agir colossale, parce que justement, toutes les organisations, elles cherchent à s'aveugler sur ce problème-là. Par exemple, en racontant l'histoire que la qualité, c'est la qualité client. Par exemple, moi je connais bien l'industrie automobile. Actuellement, vous avez un petit problème, c'est que la qualité client peut être ouverte selon les critères qui ont été définis par les clients eux-mêmes, enfin les clients soi-disant rois, qui sont en fait esclaves de l'organisation, parce qu'on les a façonnés. Eh bien, vous avez des critères qui sont ouverts, des indicateurs qui sont ouverts, comme on dit dans ce monde-là, sur la qualité client. Et bien, quand vous allez dans les ateliers, et moi j'y passe pas mal de temps, eh ben, vous avez des groupes automobiles qui actuellement ont en leur sein des industries de la retouche. C'est-à-dire des voitures qui s'accumulent, dont la qualité est extrêmement dégradée et qu'on bricole plus ou moins bien, qu'on bricole plus ou moins bien, qu'on arrange au mieux pour les vendre quand même. Eh ben, les ouvriers, même intérimaires et même africains, que je connais bien, qui travaillent sur ces voitures-là, ils ne sont rien dans le monde. Hein. Ils sont intérimaires, ils n'ont pas de statut, tout ça, mais ils sont écœurés par ça. Et ils attendent du syndicalisme qui s'occupe de ça. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et quand les syndicats s'occupent de ça, eh ben les opérateurs africains qui parlent à peine français, intérimaires, ben ils ont les yeux qui pétillent. Parce qu'il y a enfin des gens qui ont vu que ce n'est pas possible de passer sa journée à faire des voitures tordues. Donc il y a un espace pour le syndicalisme qui est gigantesque. Alors,
C'est compliqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi? Parce que ça suppose d'accepter que les salariés sont divisés sur la question. Ah, c'est compliqué. Alors comment on fait avec ça? Comment on fait de l'unité, pas factice, hein, mais de l'unité à partir de l'institution de la controverse? Ça, c'est une très très belle question politique et syndicale, quoi. Mais je pense que le syndicalisme, il n'est pas attendu là. Et il n'est pas attendu là. Et là, il y a un coup à jouer. Parce que ça, c'est l'angle mort des organisations du travail et même l'angle mort de la politique actuelle. Si on s'occupe de ça, j'en connais qui seront un peu plus mal qu'ils ne sont aujourd'hui. Merci. Qui souhaite il y a plusieurs questions. Karim Je commence ici, j'arrive chez vous après. Parce que je suis le plus près, tout simplement. Vous parlez de collectif. Je pense qu'il faut dire plutôt bien commun. Moi, j'ai une différence entre collectif et bien commun. Et pour la fonction publique, nous ne travaillons pas, mais nous œuvrons pour le service public. L'étymologie n'est pas le même. C'est pour ça que quand je dis aux copains que nous dans le service public, nous ne travaillons pas, nous œuvrons, l'apté des mots sont très importants. Vous parlez de noblesse, c'est vrai, mais dans la langue française, il y a plein de mots qu'on peut remplacer. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a une différence entre travailler et œuvrer, ou collectif et bien commun. Pour moi, c'est deux choses différentes. On va prendre 2 ou 3 questions pour pouvoir y répondre globalement. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une petite réflexion par rapport à ce que vous disiez sur la santé, sur le fait que qu'être malade, qu'on se sent toujours en bonne santé, pardon. Tant qu'on n'est pas malade. Et je pense que du coup on s'est fait excusez-moi même, je cherche mes mots, mais en quelque sorte on s'est fait un petit peu confisquer le mot santé, et je pense qu'on s'est fait aussi un peu confisquer le mot politique, parce que vous abordez pas mal de fois que c'est une bonne façon de penser politiquement ce problème et ces choses-là, mais je pense que on a vidé de sens le mot politique également. Et pour qui aujourd'hui est-ce que la politique, ça veut encore dire quelque chose d'autre que du spectacle, et que juste à droite, à gauche ou à l'extrême ou machin. Et je pense que là aussi il y a quelque chose à faire pour le syndicalisme, à apprendre à repenser ensemble politiquement un problème, et que c'est pas forcément parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a forcément tort. Enfin, qu'on n'est pas d'accord ensemble qu'on a forcément tort. Essayez de parler fort dans le micro. Oui, merci. Je travaille dans une administration qui, depuis 2010, a fusionné l'administration économique des entreprises, le contrôle, le travail et l'emploi. Alors, j'ai 2 questions. La première, en fait, qui vient de ce que j'ai entendu ce matin, qui me fait me poser une question que je ne m'étais jamais posée, sans faire de complotisme. Et la deuxième, je vais simplement vous rapporter un entretien que j'ai eu hier avec un collègue de la maison. Donc, en 2010, on crée les directs au motif qu'il faut diminuer les coûts et améliorer la transversalité des services de l'État. Et l'on fusionne dans la RGPP un certain nombre de choses, dont par exemple ceux qui s'occupent du travail, ceux qui s'occupent de l'emploi et ceux qui s'occupent de l'économie, avec l'idée que ça pourrait améliorer la prise en charge et de l'économie et du travail. Ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est que dans la maison, nous avons des gens qui considèrent que les nanotechnologies, c'est super, c'est porteur de progrès, d'économie, de développement, et d'autres qui considèrent qu'il y a des questions à se poser sur la santé au travail. C'est la même chose pour le lean management. Et nous faisons comme si c'était un effet pervers de cette création. Et moi, je me demande, au fond, parce que c'est la même chose à l'ADREAL, où on a fusionné les sections contrôle de l'ADRIR et l'environnement, et c'est la même chose, toute proportion gardée, dans les agences régionales de santé. Si ce n'était pas quelque part un moyen prévu de limiter le débat entre administrations
en intériorisant un conflit possible, de manière à ce que tout le monde s'auto-censure et à ce que ce conflit n'existe plus, en tout cas, ne soit pas visible en dehors de l'administration. Et ça, pour moi, c'est vraiment une question essentielle. Et à titre d'exemple, hier, parce que nous arrivons quand même dans la lutte de tous les jours à établir des passerelles avec les gens des autres services, vient me voir un jeune ingénieur qui travaille au pôle 3E, donc au pôle économique, et qui me dit, nous avons eu une discussion intéressante sur la santé au travail il y a 15 jours, et nous sommes donc j'ai pensé à venir vous voir, nous sommes à la recherche de quelqu'un qui pourrait faire la promotion d'une idée qui nous semble géniale, les centres de télétravail. Alors je dis, c'est quoi les centres de télétravail? Eh bien, c'est la mise à disposition, comme des pépinières d'entreprise, de lieux d'accueil de télétravailleurs. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il me dit, ah, mais c'est super, voilà, c'est porté par la Chambre de commerce. Et j'ai dit, et l'État finance? Oui, nous finançons, nous stimulons. Mais je lui dis, mais vous organisez la destruction des collectifs de travail. Je lui dis, là, excusez-moi, j'utilise des gros mots et j'ai l'air de vous agresser, mais quand même, il y a un problème dans le télétravail. Est-ce que vous vous êtes posé la question du télétravail? Ah, mais justement, là, on permet aux gens de se remettre ensemble. Je dis non, vous permettez à des gens isolés d'être géographiquement au même endroit, mais pas de reconstituer du collectif. Bon, on discute un moment, il me dit ah ouais, quand même, c'est intéressant ce que vous me dites, j'avais pas pensé à tout ça, mais au fond, dans ce que vous défendez là, par rapport à ce que moi je vous dis, il y a une question de génération. Je dis, vous êtes en train de me dire que je suis un vieux schnock, ou vous êtes en train de me dire que ce que je vous dis est une question de génération et vous perturbe par rapport au modèle du monde que vous vous êtes fait, sur la base de votre formation et dans l'objectif d'être dans un travail vivable pour vous. Je dis, moi, je ne veux pas vous casser la baraque. J'ai 4 enfants qui ont à peu près votre âge, mais je pense quand même qu'il faut y réfléchir. Une dernière question et on redonne. Karim, il y avait une question encore juste à côté. Vous m'entendez? Oui. Je suis juriste en droit social. J'interviens, je fais de la formation et du conseil auprès des instances représentatives du personnel, à savoir CE, DP, CHSCT. Et donc, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous envisagez une intervention plutôt des instances représentatives du personnel? Et ma deuxième question serait de savoir, vous avez parlé de l'intervention syndicale. Comment vous envisagez cette intervention? Est-ce que ce serait un médiateur? Est-ce que ce serait un arbitre des conflits? Est-ce que ce serait un porteur des conflits? Comment vous voyez cette intervention syndicale? Merci. Pas simple, ça fait beaucoup de questions. Oui, là j'ai bien entendu, mais les autres... J'ai un peu de problème pour entendre les questions. Si je le dis pas, c'est pas vrai, quoi. Donc je vous le dis, pas bien. Il y a des questions que j'ai pas bien entendues. Voilà. Donc celle-là, j'ai bien entendu. Donc je vais commencer par là. Quand je disais tout à l'heure que j'essayais de mettre en discussion entre nous, j'étais pas naïf du tout. Je voyais bien les difficultés que ça faisait surgir. Donc c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment compliqué. Parce que ça suppose quoi? Ça suppose que d'une certaine manière, le syndicalisme contribue à l'institution d'un débat sur la qualité du travail entre salariés. Donc ça suppose que le syndicalisme considère qu'il y a des collectifs qui ne sont pas forcément des collectifs de syndiqués, qui peuvent devenir les protagonistes de la transformation des situations de travail. Quand je dis je considère, ce n'est pas qu'une idée, on n'a pas le temps là, mais on a des pratiques derrière, y compris dans l'industrie automobile dont je viens de parler là, et des pratiques de coopération intense aussi avec tous les syndicats sur ces questions-là. Comment faire en sorte que le syndicalisme soit promoteur, opérateur de l'institution de collectifs de travail qui eux-mêmes ont à discuter avec les directions. Il ne s'agit pas simplement de réunir des gens pour qu'ils parlent du travail entre eux. Hein. Ce n'est pas des groupes de parole dont je suis en train de parler là. Ce sont des groupes, ce n'est pas non plus des groupes d'expression. Parce que maintenant, j'entends souvent dire « Ah, mais oui, mais la loi Auroux, c'était pas mal. Et en 82, il y avait des groupes d'expression, mais la loi Auroux,
elle a disparu. Alors on peut dire qu'elle a disparu parce que les directions d'entreprise, parce que l'État n'a pas fait ce qu'il faut, bien sûr, c'est vrai, mais elle a aussi disparu parce que les salariés, au bout d'un moment, s'exprimer sur leur travail sans que ça ait des effets concrets sur la transformation du travail, au bout d'un moment, ça ne les intéresse pas. Et ils ont bien raison. Parce que parler, c'est bien, mais parler pour quelque chose, c'est mieux. Donc, on est devant un problème, c'est pour ça que j'ai parlé de transformer l'entreprise, bien sûr. On est devant un problème très sérieux, y compris de gouvernance. Parce que si on va vers là, si le syndicalisme se mettait à promouvoir des instruments de développement et d'enrichissement des instances classiques très importantes de représentation du personnel, les CHSCT, les CE, qui sont des conquêtes considérables dans le monde du travail. Moi, je ne propose pas, d'ailleurs, à quel titre je pourrais le faire, de revenir en arrière. C'est comment ces collectifs de travail institués qui iraient du côté de l'invention de fonctions sociales nouvelles avec des référents métiers, des opérateurs référents métiers. Comment ça peut être des instruments pour le développement de ces institutions. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus, sachant que ces institutions, elles ont apporté le conflit sur la qualité du travail dans l'organisation tout entière, y compris avec la gouvernance, ou le gouvernement, enfin la direction des entreprises, quoi. Donc, je vois bien la complexité du problème pour le système de relations professionnelles à la française tel qu'il existe aujourd'hui. Je le vois bien. Mais je pense que ce système de relations professionnelles est grippé. Il est grippé. Et donc, c'est nécessaire. Et du coup, le syndicalisme a un rôle très important. Il le cherche, le rôle qu'il peut jouer actuellement. Voilà. Moi, simplement, j'essaie d'enrichir ce débat. On a des conflits traditionnels. Et personnellement, je trouve que la France a la chance d'avoir une histoire dans laquelle il y a eu des conflits. Ça a été rappelé ce matin à plusieurs reprises, quoi. La France, c'est un pays dans lequel il y a de la conflictualité sociale. Bon, non seulement je trouve que ce n'est pas une catastrophe, mais que c'est même très intéressant pour qu'il y ait beaucoup de problèmes qui ne passent pas à la trappe, quoi. Il y a des pays qui sont beaucoup plus consensuels. Apparemment, ça marche mieux. Mais du coup, les problèmes nouveaux qui arrivent, par exemple, les problèmes de destruction de la nature, les problèmes de produits, de médicaments qui sont des véritables bombes à retardement, tout ça, ça peut être étouffé parce qu'il n'y a pas assez de conflits. Donc, la France n'est pas un pays malade parce que c'est un pays qui a des conflits dans son histoire. Mais, je crois que c'est peut-être le moment d'enrichir ces conflits-là. Il ne s'agit pas de les supprimer. Ça m'arrive souvent d'avoir des discussions avec des dirigeants d'entreprise, même dans l'État, et en général, ils disent ce que disait Daniel tout à l'heure, quoi. Ils disent quoi? Ils disent, mais Monsieur Clos, tant qu'on aura tous ces conflits en France, comment voulez-vous qu'on retrouve la confiance et tant qu'on n'aura pas la confiance, qu'on aura des conflits, on ne pourra pas s'en sortir. Donc d'abord, il faut renoncer aux conflits, et ensuite rétablir la confiance, et ensuite je dis, ça c'est la méthode Coué, quoi. Vous êtes en train d'expliquer à des Français qui ont des siècles et des siècles de conflictualité sociale derrière eux et qui en plus ont fait l'expérience, pas tous, pas toutes les générations, mais quand même ça finit par se savoir que c'est dans le conflit qu'on a obtenu des choses très importantes pour avoir le fameux modèle social français. Ils ne sont pas idiots, ils n'oublient pas ça. Voilà, ils savent que le conflit, ce n'est pas forcément une catastrophe. Et vous voulez leur expliquer que ça, c'est fini, c'est de la vieille histoire. Maintenant, il faut arrêter avec les conflits. Alors, moi, ça m'arrive de leur dire, vous avez trop de conflits, ça arrive, hein, parce que vous parlez des CHSCT, des institutions représentatives du personnel. Tout le monde sait que souvent, on est enfermé dans des jeux de rôle et de posture qui sont usants pour tout le monde, hein, où tout le monde joue la fonction qu'il a. Et donc on se fait de belles déclarations et je te raconte n'importe quoi et derrière je fais ce que je veux. Enfin bon, des institutions qui sont aujourd'hui discutables au bon sens du terme, quoi. Voilà. Discutables au sens de leur fonctionnement.
leur fonctionnement. Ces institutions-là, dont je me félicite, elles ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Il y a un vrai problème de fonctionnement. Elles ne sont pas aussi riches qu'elles devraient l'être. Eh bien, je pense que ce conflit, ce vieux conflit, que je ne mets pas de côté, ce vieux conflit peut être régénéré et enrichi par un conflit nouveau sur les critères de qualité du travail. Il ne faut pas moins de conflits, il en faut plus. Alors, quand je dis ça à des dirigeants, ils me regardent avec des yeux comme ça, je leur dis, mais vous vous plaignez que vous avez des conflits, mais vous avez tous ces conflits parce que vous n'en avez pas assez ailleurs, au bon endroit, c'est-à-dire des conflits de qualité du travail. Et bien souvent, on a des conflits de posture, ça existe, hein, justement parce qu'on ne traite pas de ces questions, on ne s'affronte pas sur ces questions-là, donc au fond, on peut être empoisonné par d'autres affrontements. Donc, c'est vrai que ma position consiste à dire, il ne faut pas avoir moins de conflits, il faut en avoir plus, mais avec un nouvel objet, de nouveaux horizons. Voilà. Donc, ces institutions-là, pour les faire vivre, il faut les régénérer. Je ne crois pas que dans l'état où elles sont, et avec les objets qu'elles traitent, elles soient suffisantes pour s'occuper de la santé au travail. Voilà. Alors après, j'ai entendu qu'il y avait des questions sur l'unité. C'est pareil. Écoutez, franchement, moi je connais beaucoup de syndicalistes, beaucoup de syndicats. C'est des fréquentations régulières que j'ai. Mais même dans les syndicats, quand on n'arrive plus à discuter de ces questions-là, du travail, du boulot, même dans les syndicats, on en arrive à des querelles de personnes. Si vous me dites que ce n'est pas vrai, ben je vous dirai que je me suis trompé. Donc la querelle de personnes qui est en train de monter partout, c'est une querelle qui s'explique par le fait qu'on n'arrive plus à discuter de l'activité, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on pourrait le faire autrement, qu'est-ce qui a raté, accepter de regarder qu'est-ce qui a raté, regarder les choses en face, les angles morts, travailler dessus. Là, il y a de la passion, il y a de l'affect. Eh ben, quand on ne s'occupe pas de ça, il y a de l'affect aussi, mais c'est un affect tordu. C'est ce qu'on appelle parfois des passions tristes, quoi. Voilà, ça, on est tous envahis par ça. Ce que je dis là, ça vaut pour l'université, hein, où on n'arrive pas à discuter boulot, pas assez, parce qu'on a décidé que finalement, chacun faisait un peu comme il voulait, quoi. Hein. Mais après, les querelles de personnes, ben, ça nous empoisonne tous, quoi. Du coup, on peut même rester chez soi, comme ça on est tranquille. C'est même plus du télétravail. Donc il faut discuter de ça. Je pense, parce que ça nous divise, mais c'est intéressant. Voilà. Alors, Yves, tu dis qu'il faut discuter de ça, et puis en tant que garant du temps, je vais mettre fin à cette discussion. J'en suis complètement désolé. On reprendra les débats cet après-midi à 14h précises. Hein ? Donc, poursuite des débats cet après-midi à 14h précises. Bon appétit.